Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour parler des autres matchs comme promis. On va parler de quelques petits trucs. On va déjà parler de Liverpool qui s'est fait éliminer par Brighton. Liverpool qui va pas bien. Liverpool qui est dans un trou noir. Jürgen Klopp, je pense que le transfert de Sadio Mané, ça montre beaucoup de choses. Ça montre que quelque chose que je disais depuis des années, Mané était l'équilibre de cette équipe. C'est-à-dire Mané, c'était le pion le plus essentiel au jeu de Jürgen Klopp. Tout le monde voyait, soulignait les performances de Salah parce que Salah avait plus le profil du buteur et du meneur. Mais le vrai joueur de foot qui était l'équilibre même de cette équipe, c'était Sadio Mané. Et le départ de Sadio Mané a montré toutes les failles de cette équipe de Liverpool qui n'arrive même pas à battre, au fait qu'il joue au milieu de tableau et qui n'arrive pas à proposer un jeu agréable à voir jouer. D'habitude, un Liverpool très explosif, mais comme je le dis, même Trent Alexander-Arnold, mais c'est normal parce que la plupart du temps, Trent Alexander-Arnold, quand il faisait ses passes pour l'attaquant opposé. Et l'attaquant opposé aux côtés de Trent Alexander-Arnold, c'était Sadio Mané. Donc, et Mané, c'était aussi le numéro. C'était Mané, c'est vraiment l'ailier, faux neuf, buteur, passeur, créateur. C'est vraiment un profil atypique qu'on ne trouve pas partout. Et j'ai été étonné de voir que Klopp l'a laissé partir au Bayern. Bon, on sait pas ce qui se passe dans les vestiaires. Mais je pense qu'un joueur comme Sadio Mané, tu n'aurais jamais dû le laisser partir parce que c'était l'équilibre de ton jeu. Malheureusement, ça a été fait et là, on a un Liverpool inefficace et qui fait pas peur. Liverpool, Real Madrid, Ligue des Champions, ça promet parce qu'on a deux équipes qui sont pas en forme, mais on va dire face à l'incapacité de Liverpool de défendre, je pense que le Real a plus une chance de gagner ce match, cette double confrontation en Ligue des Champions. Tout dépend des recrutements qui vont être faits dans la fenêtre hivernale. Mais bon, pour le moment, Liverpool, très beau match de Brighton. Brighton qui a une très 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 belle équipe. March, Mitoma, c'est des joueurs exceptionnels. Ils jouent super bien. Et franchement, Brighton, c'est surprenant, mais depuis des années, Brighton, depuis quelques années, ça fait 3 ans, Brighton, ils font partie de la première ligue maintenant. C'est plus une équipe de deuxième division. Ils ont marqué leur territoire. Ils sont là. Maintenant, ils sont là vraiment pour aller jouer l'Europe. Ils veulent jouer l'Europe. Ils sont dans le top 5 ou 6 de la première ligue. Donc, ils veulent une place européenne. Ils veulent marquer leur nom avec leurs armes. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de moyens, mais franchement, ils sont en train de faire un travail exceptionnel. Et même si Chelsea a pris le coach de Brighton pour rien faire à Chelsea. Voilà, Brighton a rapidement pris D'Acerbi qui était l'entraîneur de Shakhtar Donetsk. Et voilà, c'est le beau jeu, un jeu offensif, une stabilité défensive extraordinaire, des circuits de passe vraiment agréables à voir jouer, une attaque de folie, les côtés sont vraiment bien exploités, l'espace est vraiment bien exploité et les attaquants sont clutch. Donc je pense que là, en fait, je m'inquiète plus pour Liverpool que Brighton. En fait, si on me dit que Brighton va jouer un match de Coupe d'Europe, en regardant les prestations de Brighton, je me dis, ah oui, en fait, c'est logique parce que Brighton est au niveau européen. Mais quand tu regardes le niveau de Liverpool et qu'on te dit que Liverpool va jouer le Real Madrid dans cet état-là, tu te demandes déjà comment ils ont fait pour passer la phase de poule parce que ça, c'est pas Liverpool. Je suis désolé. Je suis désolé. Et en fait, maintenant, on va quitter un petit peu l'Angleterre pour aller rapidement faire un petit tour vers l'Italie. Euh, Milan, Sassuolo, Napoli Roma et Juventus Monza. Donc la Juve qui a été, vous savez, sanctionnée de quelques points, mais la Juve souffre. La Juve souffre et la vieille dame, je ne sais pas si la vieille dame, je pense que c'est c'est le dernier, comment on peut dire, euh, c'est sa dernière vie, quoi. On dirait que la Juventus va très mal. Perdre 2-0 face à Monza, je critique pas Monza, mais ce que je veux dire par là, c'est tu t'appelles la Juventus, tu as des joueurs de niveau qui jouent en sélection, qui sont de niveau européen. Tu peux pas. En tout cas, le football reste un sport de 11 contre 11. Et, le spectacle proposé par la Juventus était pitoyable. Il n'y a aucun mouvement, un jeu
à la Allegri, quoi. Un jeu non attrayant, vraiment très défensif, où il y a beaucoup de coups. En tout cas, la Juventus face à Monza, c'était pas agréable à voir jouer. Et pour les fans de la Juve, je vous dis courage. On est tous avec vous. On espère vous revoir très vite au haut niveau. Mais bon, là, c'est pas comme ça qu'on gagne des matchs. Je suis désolé. Et c'est pas avec un entraîneur comme Allegri qu'on va gagner quoi que ce soit. Avant, oui. Parce qu'avant, il avait pas les mêmes joueurs. Quand tu avais Pirlo, Marquisio, Pogba, Barzagli, Chiellini, Bonucci à leur meilleur niveau, Gigi Buffon à son meilleur niveau, une attaque, Morata, Dybala, voilà, il y avait du mouvement, on peut comprendre. Mais là, en tout cas, le Milan qui s'est fait corriger par Sassuolo 5-2. Euh, le Milan, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis la post-Coupe du Monde, c'est exceptionnel. On retrouve une équipe du Milan qui souffre. Le Milan qui souffre parce que moi, comme je l'avais dit, après la Coupe du Monde, beaucoup d'équipes vont être victimes de cette Coupe du Monde-là. Le Milan, le Real, Liverpool sont des exemples types des équipes qui sont en train de souffrir de cette Coupe du Monde. Le Milan qui y a, au fait, je peux pas dire, au fait, on peut dire que le Milan joue son jeu. Mais on ne peut pas me dire que tu t'appelles le Milan. C'est tu prétends à retrouver les grands sommets européens et que tu n'arrives même pas à avoir deux bons gardiens de but. Tata Oussano a, sur les trois derniers matchs, a encaissé 11 buts sur 20 tirs. Sur 20 tirs. En tout cas, je ne me rappelle pas très bien de la statistique, mais 80% des tirs qui sont cadrés sur les trois derniers matchs sont des buts. C'est-à-dire que si tu perds Mike Maignan, par exemple, juste pour une gêne ou quoi que ce soit, ben, tu n'as pas de remplaçant. Tata Oussano aurait dû être le numéro 2. Mais un gardien qui encaisse 80% de tirs cadrés sur trois matchs, je pense que là, il n'y a pas vraiment de garantie que ce gardien-là sera à niveau. Et tu es toujours en Europe. Donc, c'est-à-dire que tu dois aller à la guerre avec ses armes. Et je pense que là, c'est pas agréable pour le Milan. C'est pas agréable et les joueurs commencent à douter. Et bien sûr, certains joueurs commencent à penser à partir parce que c'est normal. On est en pleine fenêtre hivernale. Beaucoup d'équipes voilà, veulent promouvoir leur équipe, etc. Et beaucoup de joueurs veulent aussi promouvoir leur carrière, pardon. Donc, ils veulent maintenant, on va chercher les équipes qui ont des résultats positifs et le Milan, pour le moment, ça va vers le négatif. Donc, pour l'Italie, ensuite, on avait Napoli-Roma qui a été un très bon match aussi. Donc, franchement, c'était agréable à voir jouer Napoli qui continue sa saison historique. Et on peut dire qu'une seule chose, c'est que le Napoli va chercher son Scudetto. Depuis Diego Armando Maradona, euh, le Napoli, franchement, Osimhen qui fait une saison extraordinaire, Kvaratskhelia, le Géorgien qui est sur le côté, mais qui est d'une efficacité, d'une délicatesse technique, c'est exceptionnel. Ah, ce joueur-là est agréable à voir jouer. Si vous n'avez jamais regardé un match du Napoli, regardez le côté gauche du Napoli. Kvaratskhelia, c'est tout ce qu'il fait, c'est de l'art. Ça, son toucher de balle, la capacité qu'il a à déséquilibrer en vitesse et par la technique, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et franchement, je suis sûr qu'il restera pas longtemps au Napoli. Franchement, le Barça, il y a déjà, le PSG, il y a déjà, le Real. Et lui, il dit qu'il veut aller au Real. Donc, on verra où il va aller dans les prochaines années. Je ne sais pas si ce sera l'année prochaine ou cette année même. On verra. Mais en tout cas, je sais qu'une seule chose, c'est que le Napoli, ils ont perdu Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly. C'est comme s'ils n'avaient rien perdu. Kalidou Koulibaly est parti à Chelsea. Il a du mal à s'adapter. Kim Myung-jae, le défenseur sud-coréen, c'est le maître de la défense. Il arrive tranquille. Tu le passes pas. La tour de contrôle derrière. Un milieu de terrain, Zamboanguissa, Zelensky, c'est du haut niveau. Et l'attaque Osimhen Kvaratskhelia qui fait des merveilles.
Donc franchement, il y a une seule chose à dire pour le Napoli, bravo. Et je pense que tout le monde qui aime le foot, comme pour Arsenal en Angleterre, pour tous ceux qui aiment le foot, veulent voir le Napoli remporter un Scudetto. Pour l'amour du football, ce serait l'idéal. Et on finira ce review par PSG Reims. C'est un match nul 1-1. PSG, c'est compliqué aussi après Coupe du Monde. Il y a des joueurs qui sont là, qui jouent, mais on va dire que mentalement, ils ne sont pas, quoi. La défense Marquinhos Ramos, moi je l'ai dit, c'est un problème. Euh, Ramos, lui, n'est plus à niveau déjà. Dans tout, peu importe la paire qu'il y aura derrière, Kipembe Ramos, tant qu'il y a Ramos dans la paire, il y aura un problème. Donc, il faut obligatoirement que le PSG commence à recruter. Ils ont pris Milan Skriniar de l'Inter. Mais est-ce que Skriniar, c'était la solution? Je ne pense pas. Mais bon, qui suis-je? Moi, je suis juste un amoureux du foot. Mais avoir Kipembe, Marquinhos, Ramos, Skriniar et Danilo Pereira en même temps, c'est compliqué au fait. Parce que tu avais déjà du matériel. Je pense que la défense Marquinhos Kipembe avait déjà fait ses preuves. Maintenant, déjà, tu enlèves le brassard après Snell Kipembe, tu le donnes à Kylian Mbappé dans la hiérarchie. Donc Kipembe qui est le plus ancien, déjà, ça crée des frustrations. Et ensuite, tu rachètes un nouveau défenseur qui lui forcément était titulaire dans une autre équipe européenne, il ne va pas venir au PSG pour être remplaçant. Donc forcément, il y a quelqu'un qui va sauter. Marquinhos ne peut pas sauter, c'est le capitaine de l'équipe. Ramos ne va pas sauter parce que depuis quelques temps, c'est lui qui est titulaire. Kipembe déjà, il a perdu la confiance du club. Il n'est même plus le second capitaine, c'est Kylian Mbappé qui est le second capitaine. Danilo Pereira qui était très bon en tant que remplaçant le troisième bon défenseur de cette équipe maintenant, à qui je pense qu'on ne fait plus confiance. Je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer au niveau de la hiérarchie des défenseurs centraux du PSG, mais on verra. Parce qu'il y avait déjà assez de matériel, il n'y avait pas de nécessité à aller chercher Milan Skriniar. Le PSG aurait mieux fait de recruter au milieu de terrain parce que c'est là qu'ils ont vraiment de problème. Ils ont recruté Fabien Ruiz, Carlos Soler. Carlos Soler, parfois dans les matchs, ça fait, mais Fabien Ruiz aussi, au début, ça passait. Vitinha n'a pas assez de temps de jeu, à mon avis, et pourtant, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du PSG. Marco Verratti fait du Marco Verratti comme à son habitude. Le trio offensif qu'on ne présente à personne, Neymar, Kylian Mbappé, et Messi. Mais comme je l'ai dit, Messi, après avoir gagné sa Coupe du Monde, maintenant Messi a en train de jouer sa fin de carrière. Là. Messi a tout gagné, maintenant il est juste en train de jouer sa fin de carrière, et puis s'il peut gagner avec le PSG, il gagnera avec le PSG. Mais pour lui, c'est pas une nécessité. Ce sera toujours un champion. Oui, s'il gagne, ce sera encore un trophée de plus. Mais voilà, il a tout fait dans sa carrière. Maintenant, Messi prépare son départ maintenant. Kylian Mbappé, lui, veut aller vers le futur et atteindre les sommets. Mais Neymar, qui est post-Coupe du Monde, n'est pas à niveau. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer pour Neymar. Mais on voit que lui, il prend aucun plaisir à jouer au football et il souffre. On voit que oui, parfois, quand il a la balle au pied, qu'il prend du plaisir à jouer au football, mais on sent qu'il n'est pas à son meilleur niveau, au niveau mental. Donc, en tout cas, donc on verra sur les prochains jours comment le football évoluera. Est-ce que certaines équipes arriveront à retrouver les sommets? Sur ce, prenez soin de vous, likez, commentez, partagez la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.